Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre rendez-vous d'information de 18h30 sur Al Oula. Voici les titres. Les États-Unis réaffirment la constance de leur position au sujet de la question du Sahara marocain, position réitérée par le secrétaire d'État américain Marco Rubio à Washington lors des entretiens que le chef de la diplomatie américaine a eu hier avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. Paris est à l'heure de la semaine culturelle du Maroc. La diversité du patrimoine culturel marocain est mise en relief à travers notamment une exposition d'œuvres d'art inscrites sur les listes de l'UNESCO sous le thème « Le Maroc, tradition d'ouverture et de paix ». De Paris à Rabat, au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain de la capitale, l'écrivain et homme de l'État Harben Jelloul dévoile son talent d'artiste peintre. L'exposition met en lumière une quarantaine de ses œuvres récentes accompagnées d'une sélection précieuse de manuscrits provenant d'une dizaine de ses romans les plus marquants. Nous découvrirons cela en fin de journal. Washington scelle la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Les États-Unis viennent à nouveau de réitérer leur soutien à la marocanité du Sahara. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio, qui recevait hier à Washington le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a tenu à préciser que les États-Unis continuent de croire qu'une autonomie authentique sous souveraineté marocaine est la seule solution faisable. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger s'est également entretenu avec Mike Waltz, le conseiller à la sécurité du président américain Donald Trump. Sophia Fegrout pour les développements. Nasser Bourita et son homologue américain côte à côte, et tout sourire, lors de leur rencontre hier à Washington. Nasser Bourita est le premier ministre des Affaires étrangères du Maghreb à être invité par l'administration Trump. À l'issue de leurs entretiens, Marco Rubio a réitéré que les États-Unis reconnaissent la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Une position déjà exprimée par le président Donald Trump et applaudie au Congrès américain. Just like President Trump did in his first term. En confirmation de la position communiquée par le président Donald Trump lors de son premier mandat, le secrétaire d'État a réitéré la reconnaissance de la souveraineté indéniable du Maroc sur le Sahara, ce qui inclut également la reconnaissance de l'importance du rôle du Maroc sous le leadership de Sa Majesté le Roi sur des questions d'une importance capitale, non seulement pour les États-Unis et le Maroc, mais aussi pour toute la région et le monde entier. Le chef de la diplomatie américaine a également réaffirmé que les États-Unis soutiennent la proposition d'autonomie sérieuse, crédible et réaliste en tant que seule base pour une solution juste et durable à ce différend. The only legitimate plan is Morocco's plan, and the Secretary of State reiterated that in no uncertain terms. Le seul plan légitime, c'est celui présenté par le Maroc. Le secrétaire d'État l'a affirmé sans équivoque. La seule base réaliste et sérieuse pour parvenir à une solution durable est l'initiative marocaine d'autonomie. Le président des États-Unis la reconnaît comme telle. Et le secrétaire d'État l'a fortement réaffirmé lors de sa rencontre avec le ministre des Affaires étrangères du Royaume. Toujours à Washington, Nasser Bourita a eu des entretiens avec Mike Waltz, le conseiller à la sécurité nationale du président américain. Au cœur des discussions, le partenariat stratégique multidimensionnel entre le Maroc et les États-Unis. Un partenariat appelé à se renforcer davantage entre les deux pays, qui demeurent des alliés solides dans tous les domaines. Pour en parler avec nous en duplex depuis Casablanca, Ali El Harichi, politologue, doyen de l'Institut des sciences juridiques, politiques et sociales à l'Université Mondiapolis de Casablanca. Lors des entretiens de Nasser Bourita avec son homologue américain, ce dernier a assuré une fois de plus que les États-Unis faciliteraient le progrès vers la solution d'autonomie proposée par le Royaume. Alors, Ali El Harichi, comment ce nouvel appui se déclinera-t-il notamment lors des prochaines échéances diplomatiques ? Oui, d'abord, la reconnaissance et la réaffirmation de la reconnaissance de la marocanité du Sahara
par le secrétaire d'État des États-Unis, par les États-Unis, est une chose très importante. C'est un témoignage, c'est une démonstration de la véracité, de la légitimité historique et juridique de la marocanité du Sahara. Comment cela va se décliner sur les prochaines échéances diplomatiques du Maroc? Nous sommes aujourd'hui à la veille de la présentation par le secrétaire général des Nations Unies du rapport par rapport au Sahara au niveau du Conseil de sécurité. Donc nous savons qu'au niveau du Conseil de sécurité, il y a 15 membres, dont 5 membres permanents, notamment les États-Unis. Et les États-Unis et l'État, c'est-à-dire le pays qui est le penwriter, qui écrit, qui rédige la résolution concernant la marocanité du Sahara ou concernant le dossier du Sahara marocain. Aujourd'hui, avec cette réaffirmation de la reconnaissance, avec un membre permanent du Conseil de sécurité et aussi avec un autre membre permanent qui est la France, qui reconnaît aussi la marocanité du Sahara, et avec les États amis qui sont au niveau du Conseil de sécurité, le dossier du Sahara marocain est un dossier qui est solide, un dossier qui témoigne de la légitimité historique, comme j'ai dit, et juridique de la souveraineté du Maroc sur ses territoires sud. Et donc la prochaine échéance diplomatique qui est très importante pour nous, c'est au niveau du Conseil de sécurité et de la résolution qui va encore une autre fois, une autre année consolider cette marocanité du Sahara et des décisions qui vont être en faveur du Maroc au niveau de l'institution internationale, de l'organisation internationale et surtout au niveau de son Conseil de sécurité. Alors, Monsieur le Doyen, quels sont les messages phares de la visite du ministre des Affaires étrangères, Nassar Bourita, à Washington, et dans quelle mesure cette visite renforce-t-elle l'alliance stratégique Maroc-États-Unis? Oui, cette visite-là, elle renforce effectivement ces liens qui sont même séculaires. Un lien séculaire. Le Maroc est le premier pays qui a reconnu les États-Unis il y a 2 siècles et demi. Les liens entre le Maroc et les États-Unis, ce sont des liens d'alliance, d'amitié et surtout aussi d'alliance stratégique par rapport à la place qu'occupe le Maroc dans la communauté internationale, puisque le Maroc est un acteur incontournable aujourd'hui dans les relations internationales et aussi la place importante qu'il occupe par rapport aux grandes puissances, à savoir les États-Unis. La politique de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le leadership, sa vision globale a permis au Maroc d'avoir cette place très importante comme pays pourvoyeur de stabilité et de paix dans sa région. Aujourd'hui, nous sommes dans une région où il y a beaucoup de conflits, mais le Maroc joue ce rôle stratégique de pourvoyeur de paix. Donc sur le plan de cette visite-là, de notre ministre des Affaires étrangères, M. Bourita, après la réaffirmation et après la consolidation, c'est une forme de consolidation de notre partenariat et de nos relations qui se déclinent sur plusieurs domaines, à savoir des domaines stratégiques, sécuritaires, économiques aussi. Nous sommes devant beaucoup de défis dans notre région maghrébine, dans notre région africaine. Justement, M. Ali El-Harichi, nous allons en parler dans quelques instants. Vous restez avec nous. Maroc-États-Unis, donc une amitié historique et un partenariat stratégique qui perdure, il faut le rappeler, depuis plus de 2 siècles entre les deux pays. Au-delà du domaine politique, les relations maroco-américaines englobent la sécurité, le commerce, l'investissement et la lutte contre le terrorisme. Retour à Sofia Fagrout. Une amitié ancrée dans l'histoire et une alliance qui tend vers le futur. Voilà les 2 fondamentaux des solides relations entre le Maroc et les États-Unis. Des relations qui se renforcent grâce à la vision stratégique de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Des relations cimentées aussi par la reconnaissance américaine de la souveraineté du Maroc sur son Sahara le 10 décembre 2020. La position américaine qui reconnaît la marocanité du Sahara a favorisé le développement des relations bilatérales, que ce soit sur les plans politiques, géopolitiques ou économiques. Et à mon avis, le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche va donner une nouvelle impulsion à ces relations bilatérales.
Un partenariat multidimensionnel et parmi ses composantes les plus fortes, la coopération militaire. Le Maroc est allié majeur non membre de l'OTAN depuis 2004 et le plus grand acheteur africain d'équipements militaires américains. Chaque année, le Royaume abrite l'African Lion, le plus grand exercice militaire conjoint des États-Unis en Afrique, avec la participation de plus de 20 pays et des forces de l'OTAN. Il y a d'un côté les exercices African Lion menés par la coalition Africom. Il y a aussi la lutte contre le terrorisme. Le Maroc est un membre de la coalition anti-Daesh depuis 2014 et a accueilli une rencontre en 2020 en présence de participants américains. Ceci ne peut avoir lieu que dans le cadre de relations solides et d'un partenariat gagnant-gagnant. Car pour les États-Unis, le Maroc est un allié et un partenaire de confiance. Et ceci fait partie des points positifs du partenariat stratégique entre le Maroc et les États-Unis. Et dans ce partenariat stratégique, le commerce n'est pas en reste. Les États-Unis sont le 3e partenaire commercial du Maroc, avec une part de 6% dans le commerce extérieur. Le Maroc est le seul pays africain disposant d'un accord de libre-échange avec les États-Unis. Depuis son entrée en vigueur, les chiffres des échanges commerciaux se sont multipliés par 6, passant de 11,7 milliards de dirhams en 2006 à 73 milliards en 2023. Le Maroc et les États-Unis sont liés par un accord de libre-échange qui est complet et qui regroupe à la fois les produits et les services. C'est l'accord de libre-échange le plus complet que le Maroc a signé à ce jour. Les relations commerciales entre le Maroc et les États-Unis se sont particulièrement développées sur ces 20 dernières années, après la signature de cet accord. Les rapports entre le Maroc et les États-Unis puissent continuer à se développer de façon équilibrée et sur un mode gagnant-gagnant pour les deux parties. Il faut dire aussi que le Maroc est en train de développer un écosystème au niveau des batteries haute tension et que ce développement peut être particulièrement intéressant. Intéressant, car prometteur. Les deux pays cherchent constamment l'objet du partenariat de demain. Les relations entre Rabat et Washington puisent leurs forces dans une vision commune d'un avenir prospère, mais aussi dans une histoire plusieurs fois centenaire. Les jeunes Américains l'apprennent très tôt à l'école. Le Maroc a été le premier pays à reconnaître les États-Unis. C'était en 1777. Retour à notre invité en duplex depuis Casablanca, je rappelle, Ali Harichi, politologue, doyen de l'Institut des sciences juridiques, politiques et sociales à l'Université Mondiapolis de Casablanca. Alors, Ali Harichi, le partenariat entre Rabat et Washington est multidimensionnel. La coopération économique se renforce de manière soutenue. Nous venons de le voir dans le reportage, quelles sont les opportunités à développer des deux côtés de l'Atlantique? Comme cela a été dit dans le reportage, le Maroc est le premier partenaire, c'est-à-dire qui a un accord, ou le seul partenaire africain qui a un accord de libre-échange avec les États-Unis. Le Maroc est un pont, en fait, entre l'Afrique et l'Europe, et aujourd'hui entre l'Afrique et les États-Unis, surtout à travers le projet atlantique. Le Maroc a l'un des plus grands ports en Afrique, Tanger Med, et aujourd'hui nous avons dans la construction de Dakhla Atlantique, donc une ouverture de l'Afrique de 23 pays africains du côté africain, c'est-à-dire de l'Atlantique, et de l'autre côté sur les Amériques, avec le désenclavement aussi de 3 pays qui ne sont pas sur l'Atlantique. Tout cela apporte une forme de développement, de croissance économique et de stabilité, parce que quand il y a la croissance économique et le développement, il y a la stabilité, il y a la paix qui viennent avec. Donc le partenariat avec les États-Unis, il est effectivement multidimensionnel. En dehors de tout ce qui est militaire, il y a ce commercial et économique, et le Maroc offre des opportunités donc avec ses partenaires. Aujourd'hui, avec les États-Unis, le développement de cet accord de libre-échange à travers le grand projet atlantique, cette vision stratégique de Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui va permettre, comme j'ai dit, à plusieurs pays africains, à 23 États africains, de bénéficier de cet accord des deux côtés de l'Atlantique.
géographique, que ce soit la rive africaine ou la rive américaine. Donc nous nous inscrivons dans notre pays dans des alliances, dans des partenariats gagnant-gagnant, des partenariats qui permettent d'instaurer la paix et la sécurité à travers le développement et la croissance économique. M. Ali El-Harichi, merci d'avoir été notre invité ce soir. Je rappelle que vous êtes politologue, doyen de l'Institut des sciences juridiques, politiques et sociales à l'Université Mondiapolis de Casablanca. Merci. Le Gotha du sport mondial est en conclave à Rabat. Plus de 1000 participants de 100 ou plutôt de 47 pays se penchent sur les défis du sport en relation avec l'économie et la technologie. L'événement intervient dans le contexte des préparatifs à la co-organisation de la Coupe du monde de football par le Maroc, l'Espagne et le Portugal. Placé sous le thème « Cultiver l'héritage futur de la Coupe du monde pour l'Afrique », les travaux sont axés également sur la diplomatie culturelle à travers le sport, le rôle de la diaspora marocaine comme force motrice dans l'évolution du sport au Maroc, les moyens de faire du sport un levier d'inclusion sociale, le football féminin en Afrique et la gouvernance, la conformité et la résolution des différends dans le sport africain. L'événement est organisé en partenariat avec Evosport, filiale de l'Université Mohamed VI Polytechnique, en collaboration avec la Fédération royale marocaine de football. Et avec nous sur le plateau pour nous en parler, Nourdine Abou Saïd, chef d'entreprise basé à Liège, en Belgique. Monsieur Nourdine Abou Saïd, bonsoir. Bonsoir. Alors, un conclave auquel a pris part ce matin, vous avez pris part ce matin à ce conclave. Vous êtes, je le rappelle, chef d'entreprise basé à Liège, en Belgique. Vous êtes en ce moment à Rabat en compagnie d'une délégation belge pour prospecter les opportunités de coopération dans les domaines des surfaces sportives. D'abord, un mot sur cette visite et surtout ses objectifs. Tout d'abord, bonsoir. Donc, cette visite revêt pour moi un sentiment de fierté. Fierté d'être marocain, fierté d'appartenir à une nation qui avance, fierté d'embarquer dans cette belle locomotive qu'est le Maroc. L'objectif de cette mission est d'apporter de la valeur ajoutée au Maroc, bien entendu, et c'est réussi dans le cadre de cette mission actuelle. Aujourd'hui, avec Aleph, entreprise que j'ai créée il y a quelques mois dans l'objectif de pouvoir ramener de la valeur ajoutée au Maroc, j'ai l'immense privilège de vous annoncer que nous accompagnons déjà pas moins de 12 entreprises en action au Maroc. Il y en a des centaines prêtes à franchir le pas ensemble. Je m'associe d'ailleurs ce jour à une entreprise internationale possédant plusieurs brevets en matière de développement durable. C'est d'ailleurs très prometteur. D'ailleurs, je suis aussi associé à une entreprise, en effet, qui fait de l'optimisation des surfaces, des performances interactives entre l'athlète et les surfaces au sol. Donc, nous aurons l'occasion de pouvoir voir cette société sur l'UM6P, pardon. Cette société s'appelle Raostadia. C'est une start-up belge dont la valeur ajoutée est un process unique au monde. Raostadia est prête à apporter son expertise aux différentes infrastructures sportives au Maroc, dans le cadre évidemment de la vision royale 2030. Mais avant tout, j'aimerais pouvoir mettre un mot sur Aleph. Oui, allez-y. Donc Aleph est un incubateur économique qui met un accent particulier sur les projets de développement vers le Maroc. Le Maroc est reconnu pour ses avancées significatives en matière de développement économique durable, ce qui en fait un exemple à suivre pour d'autres pays africains. Grâce à son engagement dans le domaine du développement durable, le Maroc joue un rôle actif dans la coopération sud-sud et nord-sud, contribuant ainsi à relever les défis environnementaux et climatiques sur le continent. Cela offre aux start-up une plateforme idéale pour accéder au marché africain. Alors,
si nous avons revenir à la Coupe du Monde, au Mondial, le rôle des Marocains du monde dans cette dynamique de préparatif à la Coupe du Monde 2030 est des plus sollicités. Vous apportez votre pierre à l'édifice, notamment par l'accompagnement des investissements dans la perspective de cette échéance donc planétaire. Que peut concrètement apporter la diaspora marocaine à cette dynamique? Alors je vais répondre à cette question par une question. Est-ce que vous connaissez la différence entre la Belgique et le Maroc? La Belgique est un pays développé, certes, mais se développe de moins en moins, tant le marché est en phase de saturation. Comme tous ces pays voisins d'ailleurs. À la grande différence, le Maroc est en plein développement. Et donc, bien que le Maroc ne soit pas en reste, tant nous possédons de la compétence, le Maroc a besoin davantage de valeur ajoutée pour assurer son évolution. Aujourd'hui, sous la haute impulsion de Sa Majesté le roi du Maroc, Mohamed VI, que Dieu l'assiste, nous réalisons un pont économique entre ces deux royaumes, avec des retombées gagnantes-gagnantes. Nous recensons plus de 300 000 Marocains en Belgique, dont un nombre incalculable d'ingénieurs, d'experts, de scientifiques, de médecins, d'entrepreneurs, et bien d'autres prêts à franchir le pas pour réaliser le rêve du Maroc, c'est-à-dire son évolution. Le Maroc millénaire, évidemment, a l'ambition de devenir le Maroc de demain. Nous ambitionnons de canaliser cette énergie afin de participer à l'élévation du peuple marocain qui n'est qu'un au-delà de toutes nos différences. Au-delà des frontières, j'invite toutes les forces vives des Marocains résidant en Belgique et partout ailleurs, qui sont ingénieurs, experts, chefs d'entreprise ou même volontaires. J'invite toutes ces forces vives, j'invite tous les investisseurs à nous rejoindre. Aleph se veut être un booster fédérateur autour du Maroc et pour le Maroc. Alors très rapidement, en un mot, dernière question, quelle est la valeur ajoutée des événements sportifs de cette envergure dans la construction des économies sportives durables? Très rapidement. Très rapidement, c'est de fédérer autour du Maroc tout simplement toutes ces forces vives, toute cette diaspora marocaine. Monsieur Nourdine Abou Saïd, merci d'avoir été notre invité sur le plateau ce soir. Je rappelle que vous êtes chef d'entreprise basé à Liège, en Belgique. Merci d'avoir été des nôtres ce soir. Merci. Je vous en remercie. Direction la France, Paris est à l'heure de la semaine culturelle du Maroc, organisée à l'initiative du Consulat général du Maroc à Paris et de la mairie du 6e arrondissement de la ville. La manifestation vise à faire connaître la richesse du patrimoine marocain à travers notamment une exposition d'œuvres d'art et des différents événements du patrimoine culturel, différents éléments du patrimoine culturel marocain inscrits sur les listes de l'UNESCO. Reportage Abdelrahim Filoul, Wissal Imri et Zakaria Mouqin-Billah. Dans une ambiance agrémentée des rythmes de la musique marocaine, les visiteurs sont imprégnés tout de suite de la spécificité d'une culture millénaire. Organisée au siège de l'UNESCO à Paris, cette exposition haute en couleurs est intitulée « Le Maroc, tradition d'ouverture et de paix ». Un de ses points forts, l'artisanat marocain. Plusieurs artisans, venus des 12 régions du royaume, prennent part à l'événement. Ils exposent des savoir-faire emblématiques marocains, tels que le zélige, le caftan, le cuir ou le tapis. C'est un travail qui est commun, ce sont des efforts qui ont été mis en commun pour réaliser ce que nous réalisons aujourd'hui. Et comme le disent souvent les gens, quand c'est le Maroc qui organise, quand ce sont des événements culturels marocains, ils ont un timbre particulier, une tonalité particulière et un rayonnement particulier. Le programme de cette exposition comprend plusieurs volets. L'événement prévoit des expositions artistiques sur le patrimoine culturel matériel et immatériel national, inscrits sur les listes de l'UNESCO, et la projection de plusieurs films documentaires abordant la richesse et la diversité du patrimoine marocain. Les visiteurs sont également invités à découvrir la riche gastronomie marocaine. Le Maroc est sur les listes de l'UNESCO et présente avec beaucoup de villes traditionnelles, mais aussi Rabat, par exemple, qui montre une face plus moderne. Mais en même temps, le Maroc est aussi représentant d'une riche variété de traditions, d'éléments du patrimoine immatériel et aussi un réseau de villes créatives qui est très actif. Donc c'est vraiment la représentation du Maroc d'aujourd'hui.
Cette exposition qui met en relief la richesse du patrimoine culturel matériel et immatériel marocain se poursuivra jusqu'au 11 avril courant. Homme d'écriture, son enfance passée à Fès et Tanger l'a profondément inspiré à l'éveil de sa fibre artistique. De l'écriture à la peinture, c'est d'ailleurs l'intitulé de son exposition au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain de Rabat. Tahar Benjelloul met en lumière une quarantaine de ses œuvres récentes où l'art de la littérature se rencontre. Exposition accompagnée d'une sélection précieuse de manuscrits provenant d'une dizaine de ses romans les plus marquants. Abdelrahim Benchiri et Maria Oued. Des peintures aux allures de manuscrits et des manuscrits sanctifiés en œuvres d'art. Tel est le monde merveilleux de Tahar Benjelloun, où chaque mot, chaque forme et jet de couleur est dûment réfléchi, comme autant de polyphonies visuelles qui se complètent pour ne former qu'un seul tout, l'expression artistique. Quand j'écris, je suis dans mon monde, je suis dans mon univers, je travaille, je cherche le mot juste à chaque fois. De temps en temps, quand j'écris, je cherche un mot et il vient en arabe. Plus qu'une simple exposition, de l'écriture à la peinture est aussi une ode à la vie, à l'inspiration et à la force créatrice de celle qui donne envie de célébrer l'existence. Aujourd'hui, avec ces couleurs, on a l'impression que il y a la joie dans ce musée, comme d'habitude, mais cette fois un peu plus, par Tahar Benjelloun, qui peint des livres et qui écrit des tableaux. Et ce dialogue entre l'écriture et la peinture a été toujours exceptionnel. Au même titre qu'un Matisse, Ginsberg ou Delacroix, Tahar Benjelloun se fait peintre de la beauté sous-jacente, maniant, avec une aisance rare, aussi bien la plume que le pinceau. Voilà une exposition à découvrir et je rappelle que c'est au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain de Rabat. C'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. À demain, 18h30.